Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente Anna Lounouyen, conseillère au protocole du gouvernement du Québec. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce dévoilement de la stratégie territoriale pour l'Afrique. Quelques consignes techniques avant de commencer, si je peux bien me permettre. Afin d'éviter les bruits ambiants, il est recommandé de n'ouvrir votre micro que lorsque vous prendrez la parole et ensuite de le fermer. Si jamais vous n'avez pas de casque d'écoute, faites attention avec le bruit des feuilles parfois qui se tournent parce que le micro est très sensible. Si en cours de route, vous perdez la connexion, n'hésitez pas à vous raccrocher et à vous rebrancher sur le lien que vous avez reçu. Si nous perdons votre voix ou votre image pendant plusieurs secondes, je demanderai de fermer votre caméra et de poursuivre votre présentation verbalement, ce qui pourrait fonctionner. Dans le cas où le problème persiste, nous passerons à la présentation suivante et nous vous reviendrons par la suite. Je cède maintenant la parole à Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et ministre des Relations internationales et de la francophonie suppléante. Bonjour à tous. C'est un plaisir de participer au dévoilement de cette stratégie territoriale consacrée à l'Afrique, un continent qui compte plusieurs des économies nationales affichant les plus fortes croissances au monde. Le Québec a commencé à bâtir des ponts avec l'Afrique dans les années 1960, grâce notamment aux coopérants qui s'y rendaient pour réaliser des projets éducatifs et de développement. À cette époque, la francophonie institutionnelle naissante et ses liens naturels avec les pays francophones du continent ont également permis au Québec de poursuivre ses actions sur la scène internationale en tant qu'acteur crédible, en conformité avec la doctrine Gérin-Lajoie voulant que le Québec demeure souverain dans ses champs de compétences, y compris à l'étranger. Aujourd'hui, le Québec est présent dans la plupart des pays africains par l'entremise de ses entreprises, de ses établissements d'enseignement, de ses organismes de coopération internationale et bien sûr de ses 3 représentations gouvernementales. Nous devons mettre à profit ces solides assises pour nous engager plus activement sur le continent, car l'Afrique représente aussi l'avenir de la francophonie. À l'horizon 2050, 85 % des francophones seront africains. Le développement accéléré des villes et l'explosion de la classe moyenne africaine engendreront de nombreux besoins en termes d'infrastructures et de services, d'ingénierie notamment, pour lesquels le Québec dispose d'une expertise reconnue. Le moment est opportun pour dévoiler cette nouvelle stratégie territoriale. L'économie mondiale a repris sa vitesse de croisière et le Québec en récolte les bénéfices. Nos exportations sont en forte progression et si la tendance se maintient, l'économie québécoise sera celle qui affichera cette année la plus forte croissance au Canada. Les actions de relance que le gouvernement a mises de l'avant depuis le printemps dernier ont assurément contribué à ce retour en force. En mars dernier, nous avons dévoilé le plan d'action pour la relance des exportations qui comporte 10 mesures concrètes pour aider nos entreprises québécoises à retrouver leur niveau d'exportation d'avant la pandémie de COVID-19. En avril, nous avons enchaîné avec le dévoilement de la stratégie de marque pour le Québec à l'international et au Canada. Enfin, en mai, la ministre Nadine Giraud dévoilait la première stratégie territoriale, celle pour les États-Unis, dont l'objectif est de consolider et d'étendre nos liens économiques, commerciaux et politiques en sol américain. Aujourd'hui, nous poursuivons nos actions de relance avec notre plan de match pour l'Afrique dans l'objectif de renforcer nos liens avec ce continent et de diversifier nos marchés. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé aux consultations pour arriver à cette stratégie. Je cède maintenant la parole à la sous-ministre, Mme Sylvie Barcelot, qui vous exposera plus en détail les fondements et les orientations de cette stratégie. Merci. Merci beaucoup à Mme la vice-première ministre. Et tel que mentionné, je vous présente Mme Sylvie Barcelot, sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie, pour son allocution. Merci beaucoup, Anna. Mesdames et messieurs, ambassadeurs, hauts commissaires, consuls généraux, consuls, autres membres des représentations diplomatiques et consulaires, chers collègues sous-ministres, sous-ministres adjoints, administrateurs d'État, chef de poste du Québec en Afrique, alors il y a Alain, Roger, bonjour, distingués partenaires et invités, puis particulièrement bonjour à Hubert Bolduc que vous entendrez dans quelques instants. Et j'ose dire, chers amis, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
je dirais ce matin, mais dépendamment des décalages horaires, alors où que vous soyez sur la planète. Je remercie sincèrement la vice-première ministre, Mme Guilbeault, pour son mot d'introduction qui a brossé, en fait, un excellent portrait du contexte dans lequel nous dévoilons cette stratégie territoriale pour l'Afrique sur le thème, vous l'avez vu d'entrée de jeu, une action concertée et durable sur le continent africain. Cette pièce, c'est vraiment une pièce supplémentaire, je devrais dire, cette stratégie est une pièce supplémentaire de notre plan de relance qui a été mis de l'avant par le gouvernement au printemps dernier. On a vu d'abord cette stratégie pour les États-Unis dévoilée en mai et celle sur l'Indo-Pacifique présentée la semaine dernière. Et cette stratégie territoriale pour le territoire de l'Afrique a 5 objectifs fondamentaux. Je vous les donne en rafale. Donc, renforcer le positionnement du Québec en Afrique, bien sûr. Pardon. Appuyer le développement de partenariats multisectoriels entre le Québec et l'Afrique, augmenter nos exportations, favoriser les échanges économiques, diversifier nos marchés, puis favoriser les synergies entre les acteurs québécois qui sont déjà actifs sur le continent. Cette stratégie-là, c'est sûrement pas un acte désincarné, c'est le fruit de longues réflexions, de larges consultations qui ont été réalisées, notamment auprès d'entreprises, de ministères, d'organisations qui sont issues de la société civile. C'est au total plus de 250 acteurs provenant de tous les horizons qui ont été consultés. Et je veux particulièrement remercier des personnes qui ont collaboré étroitement à l'élaboration de cette stratégie. Il s'agit donc de Michel Audet, un de mes prédécesseurs qui était chargé de mission pour l'Afrique, ainsi que M. Clément Duhem, Mme Annier et M. Makakwato. Nous avons été à l'écoute donc des demandes, des besoins, mais aussi des ambitions qui nous ont été exprimées et plusieurs défis ont été identifiés pour les gens d'affaires. Je vous en nomme quelques-uns. Les difficultés qui sont liées à l'accès au financement, la nécessité d'avoir un meilleur accompagnement pour percer de nouveaux marchés, la création de synergies pour accroître l'impact, les retombées des projets, puis le renforcement aussi des activités de diplomatie économique, l'importance d'assurer une veille stratégique pour mieux cibler les occasions d'affaires. Il faut souligner qu'on ne part pas de rien. Le Québec dispose déjà d'atouts importants pour accroître son influence en Afrique. On a parlé des 3 représentations que nous avons, donc à Dakar, Abidjan, Rabat. Son appartenance à la francophonie, ses liens étroits avec les partenaires sur le terrain, ainsi que ses actions en solidarité internationale. Et j'ajoute aussi la présence de plusieurs acteurs importants qui sont déjà sur le territoire africain. 10 raisons s'intéresser en Afrique. J'aime bien cette formule. Merci aux personnes qui y ont pensé. Et donc, comme le mentionnait la vice-première ministre, le Québec a tissé des liens de tous horizons avec l'Afrique depuis les années 1960. Mais le continent a beaucoup changé. Puis ça, je pense qu'il faut se le rappeler, le dire et le redire. Dans les dernières décennies, et les occasions de s'y investir davantage sont nombreuses. Vous les voyez présentées sur l'écran. Donc, première, bien sûr, la première, c'est économique. En fait, la première raison est économique. Il y a plusieurs pays qui ont connu une croissance soutenue les dernières années. Puis, malgré le ralentissement occasionné par la pandémie, les experts de la Banque africaine de développement prédisent que l'Afrique va renouer avec la croissance. Toujours sur ce plan économique, la mise en œuvre aussi de la zone de libre-échange continentale africaine ouvre la porte à un marché de 1,2 milliard de personnes, soit un espace économique qui représente 2,5 milliards US, avec à la clé des occasions d'affaires pour les entreprises québécoises. Le capital humain, c'est une grande richesse de l'Afrique. La classe moyenne, elle a triplé en 20 ans. Ça représente aujourd'hui 34 des 1,2 milliards d'habitants. Et selon l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, la population africaine va doubler d'ici 2050 pour atteindre les 2 milliards. De ce nombre, 60 auront moins de 30 ans. Et je le répète, parce que ce chiffre est impressionnant,
Je dis bien 60% de ces 2 milliards de personnes auront moins de 30 ans. Également, les pays africains s'urbanisent rapidement, une vitesse, je dirais, assez incroyable. Environ la moitié des Africains habitent actuellement en zone urbaine, puis ce taux va passer à 62% en 2050. Cette croissance rapide et celle de la classe moyenne vont générer d'importants besoins en matière de services, bien sûr, d'éducation, particulièrement en matière d'infrastructure, qu'on parle de routes, de ponts, de ports, d'aqueducs, logements, réseaux électriques et j'en passe. Autant de domaines où le Québec, d'ailleurs, jouit d'une expertise reconnue. Vous le savez, le Québec est membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie, puis l'avenir de la francophonie, pourrait-on dire, elle est en Afrique. À l'horizon 2050, on estime que 85% des francophones seront africains. Ça représente 654 millions de personnes. L'occasion est belle quand on sait que le partage d'une langue commune augmenterait le commerce bilatéral d'environ 44%, selon l'Observatoire sur la francophonie économique. Je vous donne beaucoup de chiffres ce matin, mais dans le document que vous pourrez consulter sur le site web, le tout est vraiment présent et bien, je dirais bien représenté. La richesse de l'Afrique passe également par son sous-sol, bien sûr. Le continent possède 30% des réserves minières de la planète, puis le Québec il a développé une expertise reconnue qui se distingue par une approche intégrée dans le domaine minier. En effet, cette approche comprend notamment un haut niveau d'innovation, dont le recours à l'intelligence artificielle ainsi qu'une offre de formation technique et supérieure dans le domaine minier qui intéresse bon nombre de partenaires africains. L'Afrique aura également besoin d'accompagnement pour réaliser la transition numérique de son économie. Le continent comptera plus d'1 milliard d'internautes d'ici 20 ans. Et cette connectivité continentale permettra la mise en œuvre de grands projets de développement en éducation, en agriculture notamment. Et par son important bassin d'immigrants francophones potentiels, l'Afrique représente une opportunité sans précédent, notamment dans notre contexte de rareté de la main-d'œuvre. Les travailleurs et les étudiants venus d'Afrique contribuent grandement au développement économique du Québec et de ses régions particulièrement. Finalement, le développement accéléré des États africains fait en sorte qu'ils sont à la recherche actuellement et dans les années à venir, bien sûr, d'experts en gouvernance et en politique publique. Deux champs où le Québec tire clairement son épingle du jeu. Une passerelle multisectorielle, donc, qui repose sur 5 piliers. Vous l'aurez deviné, le premier, c'est l'économie. Le gouvernement du Québec va soutenir activement les entreprises québécoises dans cette internationalisation de leurs activités en Afrique. Du même élan, il verra aussi à renforcer sa diplomatie économique sur le continent et à développer une intelligence d'affaires propre aux marchés africains. On ciblera les secteurs économiques à haut potentiel pour le Québec en Afrique, notamment les ressources naturelles, les industries extractives, les infrastructures, le génie conseil, l'agriculture, l'énergie, les technologies vertes, bien sûr, et les technologies de l'information et du numérique. Le deuxième pilier, on ne peut pas passer à côté, c'est l'éducation et l'enseignement supérieur. L'objectif va être de promouvoir l'offre éducative du Québec en Afrique et favoriser la mobilité des personnes et des connaissances en poursuivant les efforts de recrutement d'étudiants africains, notamment francophones. On tâchera de favoriser aussi des nouveaux partenariats avec la recherche, la collaboration dans les domaines académiques et scientifiques. Troisième pilier, bien sûr, la culture. Des efforts supplémentaires seront faits pour accroître le rayonnement et la diffusion de productions québécoises en Afrique et pour renforcer la diplomatie culturelle auprès des pays africains. Comme quatrième pilier, le Québec veut aussi renforcer ses actions en solidarité internationale et ce, afin d'améliorer les conditions de vie et aussi l'autonomisation des populations les plus vulnérables, notamment pensons aux femmes et aux jeunes. Pour ce faire, il va encourager l'établissement de partenariats entre les organismes de coopération internationale québécois et les organisations en vis-à-vis, donc les organisations africaines. Enfin, cinquième pilier, le renforcement des capacités institutionnelles.
Le Québec compte accroître son influence en Afrique francophone en continuant de promouvoir la bonne gouvernance. Et c'est grâce à son expertise reconnue, particulièrement en matière d'administration et de politique publique, de gouvernance, de droits de la personne, de démocratie et de justice, que le Québec a vraiment des atouts, les atouts nécessaires pour accompagner les gouvernements africains qu'il souhaite évidemment. Vous constatez sûrement que le Québec nourrit de belles ambitions en Afrique, où on compte renforcer nos liens avec nos partenaires et aussi contribuer à cette belle croissance que connaissent les pays africains et aussi, par effet, contribuer à la prospérité du Québec et de ses entreprises. Je cède maintenant la parole à M. Hubert Bolduc, qui est président de Québec International, excusez-moi, d'Investissement Québec International, qui est un partenaire au quotidien, qui va nous faire une annonce que je juge quand même fort importante pour les entreprises québécoises qui souhaitent faire des affaires en Afrique. C'est une mesure phare, d'ailleurs, de cette stratégie territoriale de l'Afrique. Et puis, je vous invite à demeurer en ligne par la suite pour un échange avec nos 3 chefs de poste, avec Hélène Drainville, sous-ministre adjointe chez nous, qui a aussi, je dirais, mené ce projet à bon port. Vous donneront tous les détails nécessaires sur le rôle des représentations du Québec en Afrique et sur leurs actions concrètes sur le terrain. Je vous remercie, puis je reviens à la toute fin pour vous saluer. Merci, Mme Barcelot. J'espère que mon lien fonctionne et que vous m'entendez. Je présume que oui, comme vous ne répondez pas. Alors, Mme Barcelot, sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie, et chère Sylvie, messieurs les délégués, Iya Touré à Dakar, Ménard à Abidjan et Olivier à Rabat, je vous salue. Mesdames et messieurs, membres des différents consulats et ambassades, bienvenue et merci d'être ici ce matin. Vous savez, le gouvernement du Québec, en 2018, a décidé de donner à Investissement Québec un mandat beaucoup plus élargi que ce qu'il avait connu par le passé. Et dans cet objectif, le gouvernement a intégré chez Investissement Québec différents organismes parallèles à l'organisation, mais un très important qui est celui de Export Québec. Et ce faisant, Investissement Québec, par sa filiale internationale, s'occupe désormais à la fois de l'attraction des investissements directs étrangers, mais aussi et surtout de l'accompagnement des entreprises dans leurs efforts pour augmenter leurs exportations à l'international. Et aujourd'hui, donc, Investissement Québec est de loin la porte d'entrée pour toutes les entreprises, quels que soient leurs besoins. Les entreprises qui souhaitent développer ou accroître et diversifier leurs exportations peuvent donc cogner à notre porte et elles y trouveront une gamme de services, et je vous les énumère et je les lis pour ne pas faire d'erreur. Donc, des services d'accompagnement personnalisés en collaboration avec les représentations du Québec à travers le monde, mais notamment en Afrique, du soutien pour le ciblage de clients et d'opportunités d'affaires, un appui pour l'organisation de rencontres avec des acheteurs et de missions commerciales à l'étranger, et finalement, notre métier de base, un large éventail de solutions financières pour réussir leur démarche de positionnement et de commercialisation à l'extérieur du Québec. Et vous savez, tous ces efforts, nous ne les faisons pas seuls. Il y a aujourd'hui au Québec un parcours client pour l'entreprise qui souhaite faire du négoce à l'international, en partant par les bureaux régionaux d'Investissement Québec, mais aussi les ORPEX, les organismes régionaux de promotion des exportations, Investissement Québec, et le dernier maillon de la chaîne, et de loin, selon moi, un des plus importants, c'est celui de l'accompagnement conseil sur les territoires visés, qui est une fonction partagée entre le ministère des Relations internationales et Investissement Québec, où nous dotons les entreprises d'individus présents sur les territoires avec une connaissance approfondie des marchés avec lesquels ils espèrent faire des affaires. Et par conséquent, l'entreprise québécoise, elle est prise en charge ici au Québec, mais également à l'international avec des gens qui sont d'une redoutable efficacité et qui connaissent énormément les marchés sur lesquels vous voulez vous aventurer. On le sait, le commerce des entreprises québécoises à l'international est fortement concentré sur les États-Unis, où 70% de nos exportations sont destinées.
mais il y a une volonté de faire plus d'affaires à l'international. Et ça ne veut pas dire arrêter d'en faire aux États-Unis. Au contraire, il faut continuer nos efforts sur l'Amérique, mais il faut aussi encourager les entreprises à regarder l'Europe, à regarder l'Asie et aujourd'hui, avec ce que je vais vous annoncer, à regarder également l'Afrique. Madame Barcelot a donné des chiffres des fois presque pharaoniques et qui donnent le vertige sur la croissance actuelle et future de l'Afrique. Sur les 1,2 milliard de population, il y en a quand même plus de la moitié qui n'ont pas accès ni à de l'eau ni à de l'électricité. Et c'est dans cette optique que nous croyons que certaines entreprises québécoises peuvent avoir un succès assez éblouissant sur le continent africain. Donc, Investissement Québec, dans un esprit de vouloir encourager davantage les entreprises québécoises à regarder le continent africain, à saisir les opportunités sur le continent africain, a mis de côté ou a dégagé une enveloppe dédiée au continent africain de 50 millions de dollars sur 5 ans provenant de ses fonds propres. Les aides financières accordées aux entreprises québécoises en vertu de cette enveloppe dédiée visent notamment à bonifier leurs fonds de roulement liés à des activités de développement de marché ou à soutenir des dépenses en immobilisation. Les aides financières octroyées varient entre 1 million et 5 millions de dollars par projet et les pays qui présentent un grand potentiel de croissance, comme ceux du continent africain, représentent la clé pour la diversification de nos exportations. Nous croyons que dans les domaines notamment de l'énergie, des mines ou encore dans le secteur des services, que ce soit le service de génie conseil, les marchés publics, la gestion juridique, la formation et l'environnement financier, nous croyons vraiment que les entreprises québécoises peuvent apporter leur aide et faire davantage sur le continent africain. Nous interpellons donc ces entreprises qui travaillent à développer de nouveaux marchés, qui souhaitent exporter en Afrique et qui veulent accroître et consolider leur présence sur ce continent à entrer en contact avec Investissement Québec. Nos équipes sont désormais mieux outillées pour offrir l'appui financier et l'accompagnement aux exportateurs québécois dans les meilleures occasions d'affaires sur les marchés africains. Ce fonds ou cette enveloppe dédiée, elle est déjà en branle, elle est accessible dès aujourd'hui. Et s'il y a des gens d'affaires sur cet appel qui nous écoutent, eh bien, je vous invite à entrer en contact avec moi-même ou encore avec Marie-Ève Jean chez Investissement Québec pour débuter les discussions, présenter vos projets, regarder comment on peut vous aider et surtout comment on peut vous accompagner dans vos efforts de diversification des marchés, notamment sur le continent africain. Je cède maintenant la parole à Mme Drainville, que je ne vois pas parce que mon écran est noir. Alors, Mme Drainville, chère Hélène, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Merci à mon tour de vous saluer chaleureusement. Les prochaines minutes vont s'effectuer sous forme d'échange avec les chefs de poste qui sont présents en Afrique. On espère vraiment vous faire la démonstration qu'il y a des belles opportunités en Afrique et que nous sommes là pour vous accompagner. Sans plus tarder, je vous présente les 3 maîtres d'œuvre sur le terrain. Je vais débuter par vous présenter le délégué général du Québec à Dakar au Sénégal, M. Yatouré. M. Touré, bonjour. Hélène, si tu permets, je dis souvent aux gens que c'est mon papa qui s'appelait M. Touré. Et on peut donc aller avec Kia, c'est plus authentique comme Mme Barcelot l'a fait tantôt. C'est aussi une de nos façons d'être comme Québécois, de s'appeler par le prénom. Et crois-moi, sur les territoires que je couvre, c'est grandement apprécié. Donc, allons avec Ia. C'est vendu, Ia. Alors, merci d'être là. Sans plus tarder, je vous présente le directeur du bureau à Rabat au Maroc, Alain Olivier. Bonjour, Alain. Et le directeur du bureau à Abidjan en Côte d'Ivoire, Roger Ménard. Roger, bonjour. Je débuterai par cette introduction, chers collègues. La sous-ministre l'a bien souligné d'entrée de jeu dans son allocution. Les raisons de s'intéresser à l'Afrique sont multiples. J'en nomme quelques-unes. On pense à la croissance économique rapide du continent, à son importance démographique ou encore au fait que le français soit bien présent dans plusieurs pays.
il y a une importance démographique également. Vous êtes sur place, aux premières loges de ces transformations-là que l'on vit à tous les jours en Afrique. J'aimerais vous entendre sur la base de votre expérience sur le terrain. Il y a, par exemple, tu es en poste depuis près d'1 an maintenant. Quels sont les constats que tu fais? Merci, Hélène. Je pense que les raisons avancées, que ce soit par la ministre ou Mme Barcelot, sont vraiment d'actualité. Surtout les statistiques qui ont été présentées par Mme Barcelot viennent me chercher. Je pense qu'interpellent tout un chacun de nous présent à ce dévoilement. L'Afrique est un continent d'opportunités qui est vraiment en transformation. Et quand je dis en transformation, c'est dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. J'étais avec un industriel il n'y a pas longtemps qui me disait, ben, il y a l'Afrique, là, j'ai l'impression, c'est les années 50 au Québec. Oh, tout était à faire. C'est un peu, mettez-vous dans cet esprit-là un peu, c'est comme ça fonctionne. C'est l'impression qu'on a ici. Au niveau économique, par exemple, le continent abritait juste avant la COVID 4 des économies les plus dynamiques au monde, avec des taux de croissance qui dépassaient le 6%. Beaucoup de ces pays ambitionnent de devenir des pays émergents d'ici 2035. Et donc, ont lancé des programmes d'investissement colossaux ainsi que des réformes pour supporter cette ambition-là. On a aussi un secteur privé de plus en plus important et très dynamique. Moi, je suis surpris par la qualité de ce que je vois ici, surtout quand on parle de gens d'affaires. Et n'oublions pas, il y a une classe moyenne aussi qui consomme et dont la consommation va continuer d'augmenter et qui est appuyée par la diaspora qui a beaucoup d'impact dans l'économie ici. Le commerce intra-africain a été mentionné, qui va augmenter depuis l'entrée en vigueur en début d'année de la zone de libre-échange qu'on appelle la ZLECAf, zone de libre-échange intercontinentale. Je pense que le plus bel exemple que je peux vous donner, qui est éloquent dans ce sens, c'est l'exemple du Sénégal. Quand vous arrivez à Dakar, pour ceux qui connaissent Dakar, depuis, il y a des investissements, Dakar est en chantier. Un nouvel aéroport qui a été inauguré il y a 3 ans de cela, en 2018, une nouvelle ville qui est en train d'émerger à 45 minutes de Dakar, des infrastructures en transport un peu partout, trains, bus rapides, des extensions de l'autoroute à péage. Donc, c'est vraiment des choses qu'on voit concrètement ici. Et ce n'est pas juste le Sénégal. Hein. J'imagine, Roger, toi qui es sur Abidjan et puis le Ghana, tu fais le même constat. On fait exactement les mêmes constats ici en termes de développement des infrastructures. Un certain nombre de chiffres ont été évoqués, mais oui, c'est ce qu'on constate également sur le terrain ici, cette explosion de chantiers, si je peux dire. Oui, tout à fait, merci. Et quand on regarde sur le plan démographique, la démographie est à la base de tout. Les chiffres de la Banque mondiale disent que d'ici 2050, la population africaine va doubler, passer de 1,2 à plus de 2 milliards. Mme Barcelot l'a dit, 60% auront en bas de 30 ans. Moi, je dirais 70% auront en bas de 35 ans. Et population hyper jeune, très éduquée et très connectée sur ce qui se passe sur la scène mondiale. Plus de 60% de cette population va vivre dans les grandes villes. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça va avoir un impact sur les besoins. Qu'on parle d'infrastructure, qu'on parle de logement, comme Mme Barcelot le disait, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'agriculture. Il faut nourrir tout ce monde-là, qu'on parle de services. Donc, plein d'opportunités pour le Québec. Et ça va avoir un impact aussi sur le niveau de consommation. On parle de 2 milliards de personnes qui doivent manger tous les jours, qui doivent s'habiller. Donc, c'est énorme l'impact que ça va avoir. Et n'oublions pas notre environnement. On est tous sous le même toit, qu'on soit au Québec, qu'on soit à Paris, qu'on soit ici, on est sous le même parapluie, le même environnement. Donc, il est important que ces transformations qui vont venir se fassent dans un esprit de développement durable. N'oublions jamais ça. Moi, je suis content comme Québécois de voir que mon gouvernement s'inscrit dans une logique de durabilité, à opter pour une stratégie vraiment qui s'inscrit dans la durée. Hélène, mute.
Hélène, le micro. Le micro, merci beaucoup. Hier, je te remerciais et je me tournais vers Alain, à savoir, Alain, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur ce que tu constates au quotidien de ton côté, les pays du Maghreb? Oui, merci beaucoup, Hélène. En fait, pour compléter les propos de IA, un des éléments qui ressort le plus de la stratégie Afrique, c'est la volonté du gouvernement du Québec de développer une passerelle multisectorielle avec l'Afrique. Et moi, j'aimerais aborder des éléments qui touchent davantage le capital humain. Donc, on a parlé tout à l'heure, Madame la sous-ministre a évoqué la démographie africaine. Pour le Québec, sur le plan du travail et de l'éducation, le continent africain présente vraiment des occasions extrêmement intéressantes pour nous. Donc, comme vous le savez, on fait face actuellement à une pénurie de main-d'œuvre dans toutes les régions du Québec qui freinent notre développement économique. Et c'est pour ça que l'attraction d'immigrants francophones apporte un élément de solution qui est tellement important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les employeurs québécois s'intéressent de plus en plus au Maghreb et à l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour cette raison que le gouvernement du Québec a développé ici la formule des Journées Québec, qui sont des activités de recrutement qui permettent de fédérer les efforts des partenaires non gouvernementaux et des employeurs québécois publics et privés sous une même bannière et sous une même image de marque québécoise. Et ces projets-là, on les organise de concert avec les agences nationales d'emploi de nos pays partenaires. Au cours de la dernière année, les représentations du Québec en Afrique ont pu organiser des Journées Québec en Tunisie, au Maroc et au Sénégal, soit dans des secteurs spécifiques ou multisectoriels. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, l'enseignement supérieur offre aussi d'immenses occasions pour le Québec. Vous le savez peut-être, pour les établissements d'enseignement québécois, l'Afrique, c'est le deuxième marché en importance pour le recrutement d'étudiants francophones après la France. Des pays comme le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et l'Algérie comptent parmi les premiers pays d'origine des étudiants étrangers qui viennent dans nos universités et nos cégeps. Comme on le sait, les étudiants étrangers contribuent énormément à la vitalité de nos campus. Certains restent pour travailler au Québec après leurs études, mais d'autres retournent dans leur pays d'origine pour contribuer à leur développement. En somme, moi, je retiens que s'il s'agit de commerce, d'investissement, de mobilité de talent ou d'éducation, c'est essentiel pour le Québec d'intégrer le continent africain parmi ses priorités stratégiques dans une optique de partenariat gagnant-gagnant. Merci, Alain. Roger, du côté d'Abidjan, quels sont les constats que toi, tu fais sur le terrain à tous les jours? Les transformations, les éléments de transformation qui ont été évoqués par ceux qui m'ont précédé sont très clairs et on les vit aussi ici à Abidjan et aussi dans les pays limitrophes que le Bureau du Québec à Abidjan couvre. Mais maintenant, au regard de la francophonie et de la culture québécoise, l'Afrique présente des opportunités immenses. On mentionnait le facteur économique, il a mentionné le facteur démographique, Mme Barcelot l'a également mentionné, ainsi que les ministres. Et ça, c'est des opportunités en or que nos artistes, que nos créateurs, que nos producteurs culturels doivent absolument saisir. Tantôt, les ministres disaient qu'autour de 2050, 85-90% de la jeunesse francophone sera en Afrique. Et je pense que l'industrie culturelle québécoise doit absolument prendre acte de ça et agir en conséquence. On a l'avantage au Québec de partager une langue commune, qu'on appelle le français, qui est reconnu comme un élément facilitateur dans les échanges économiques. C'était mentionné déjà, mais j'insiste sur cet aspect-là qui est spécifique aussi à l'Afrique. C'est une belle carte qui est dans notre manche qu'on peut jouer. Et le Québec jouit d'une très belle réputation ici en Côte d'Ivoire, sur le continent. Et le français, oui, au-delà d'être un trait d'union culturelle, c'est aussi le français, c'est aussi une dimension économique à laquelle il faut
faut attacher de l'importance. Comme autre facteur de développement, autre le fait du partage de cette langue commune, et c'est déjà été mentionné, mais encore une fois, c'est important, l'explosion, moi je parlais d'émergence, mais il y a vraiment une explosion aussi de la classe moyenne avec les revenus, et qui dit revenus plus élevés peut augmenter la consommation de biens culturels aussi. Et cette jeunesse africaine-là qu'on voit partout dans les rues, je dois dire, écoutez, c'est vraiment la pyramide d'âge avec une base très, très large. Là, quand on se promène dans les rues d'Abidjan, bien, cette jeunesse africaine-là est de plus en plus scolarisée, elle est de plus en plus connectée, branchée sur le monde, sur Internet. Et ça, ce sont des véhicules culturels, ce sont des véhicules de communication aussi à la disposition de nos amis africains et qui donnent également des opportunités de développement pour notre propre industrie culturelle québécoise. Donc, ce sont là des contextes que je dis favorables, vraiment très favorables au développement d'occasions d'affaires pour le Québec. Il faut, selon moi, encore plus favoriser la découvrabilité, si je peux utiliser le terme, des contenus culturels québécois en Afrique. Et je peux vous dire que beaucoup d'Africains seraient très friands de ce qui se passe au Québec. Il faut établir des partenariats qui iraient dans ce sens-là également. Merci, Roger. Vous conviendrez tout le monde que ce sont vraiment de très, très belles perspectives. Les collègues, je voudrais qu'on creuse un petit peu le pilier économique de cette stratégie-là sur l'Afrique, pilier économique qui est vraiment au centre de notre stratégie. Je remercie Hubert Bolduc et QI, le fonds qui va venir aider nos entreprises de 50 millions nous donne vraiment un sérieux coup de push. Je pense que c'est aussi un signal très fort qu'il y a beaucoup d'affaires à faire en Afrique. La stratégie parle de l'importance de renforcer la diplomatie économique et l'intelligence d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Comment sur le terrain, on allie ces deux principes-là, diplomatie économique et intelligence d'affaires, IA? Très bonne question, Hélène, très bonne question. L'Afrique, c'est plus de 50 pays, hein, avec des réalités complètement différentes. Donc, pour nos entreprises et nos institutions qui veulent avoir du succès dans ces marchés, il faut être conscient de certaines choses. Et ça va m'amener tout de suite à la partie diplomatique, que ce soit la diplomatie d'influence ou économique. Et ces choses-là auxquelles les entreprises doivent être conscientes, c'est pour faire affaire en Afrique, il faut être présent sur le terrain. Ça, c'est un incontournable pour moi. Et il faut être capable de développer des réseaux, développer des relations interpersonnelles basées sur la confiance. L'Afrique, l'humain est toujours important. L'humain doit être au centre de ce que vous faites. Gardez ça à l'esprit. Il faut avoir une stratégie long terme. On ne vient pas en Afrique et puis on frappe le premier mur, on plie bagage, on retourne chez nous. Si c'est ça, ça ne vaut pas la peine que vous venez là. C'est dans le long terme. Il faut être capable de s'adapter aux réalités locales. Bon, je parlais de patience, être curieux par rapport à la culture. C'est des choses que je pense tout homme ou femme d'affaires qui œuvrent à l'international, je pense, on s'habitue à ça très facilement. Un peu comme on le faisait dans les années 90 quand on abordait le marché chinois. C'est un peu le même principe, on ne réinvente pas la roue. Mais ce qui est important à mes yeux, à moi, c'est se servir des représentations du Québec dans le pays. Ça, c'est capital pour moi. Ces représentations travaillent en étroite collaboration avec Investissement Québec. Vous voyez Hubert Bolduc qui était là, qui nous fait, je dirais même, nous qui sommes ici, les 3 représentants sur le continent, un cadeau de Noël de 50 millions pour supporter nos entreprises. Je suis bien fier de toi, Hubert. Continue dans ce sens-là. Tu seras mon ami éternel, je dirais. Oublions, on travaille avec Investissement Québec, mais n'oubliez pas le réseau des ambassades du Canada. Ça, c'est nos amis intimes sur le terrain. On travaille main dans la main avec ces gens-là. Donc, c'est important. Donc, vous avez une force de frappe qui est constituée de 3 têtes. Vous avez le Québec avec la représentation qui mène, qui a le leadership, et vous avez le Canada, vous avez Investissement Québec. Là, on a tous les ingrédients pour réussir. Gardez en tête que ces représentations-là possèdent des ressources, ont une excellente connaissance des réalités pays, marchés et des acteurs. Elles ont aussi développé à travers le temps des réseaux. Et ces réseaux-là de contacts
ça aide beaucoup à faire avancer les dossiers. D'ailleurs, Hélène, si tu te rappelles, quand j'ai pris fonction, après mon premier diagnostic, je t'ai dit tout de suite que je dois faire une tournée avec mon équipe des pays que nous couvrons. Donc, cela nous a permis de rencontrer les plus hautes autorités dans ces pays-là, qu'on parle de Cameroun, Gabon, qu'on parle de Bénin, Togo, d'où je reviens, qu'on parle de la Guinée-Conakry. Et récemment, le président Macky Sall nous a accordé une audience. Donc, ces tournées, ainsi que les missions ministérielles du Québec sur le territoire, ou la présence des autorités québécoises dans des événements internationaux qui ont lieu sur nos territoires, nous donne une grande visibilité dans les médias et nous facilite notre travail d'accompagnement. Donc, bref, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'en Afrique, c'est par la diplomatie d'influence qu'on peut faire avancer beaucoup de dossiers et avoir du succès sur le plan économique. D'ailleurs, si vous regardez au cours des 3 derniers mois sur le continent, il y a eu beaucoup de déplacements qui ont été effectués. Par qui? Par certaines grandes puissances. C'est sûr, ce n'est pas la plateforme ici pour nommer ces puissances-là, mais ça démontre à quel point l'Afrique est importante. L'Afrique est devenue, je pense, le cœur des stratégies qui se formulent présentement. Je me tourne vers Alain. Alain, je me souviens qu'on a eu, toi et moi, une conversation où tu me parlais de l'importance d'avoir une fine connaissance de la culture d'affaires locales. J'aimerais ça t'entendre un peu, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Je me souviens bien. C'est certain qu'ici, sur le continent, et c'est difficile de généraliser parce que l'Afrique compte également plusieurs économies régionales sur le continent, mais partout, le choix d'un partenaire local est vraiment crucial. Et ça, c'est un élément qui était encore porté à notre attention cet après-midi par un partenaire tunisien. Les gens d'affaires africains sont chevronnés et ils ont l'habitude d'opérer dans des environnements politiques qui peuvent être complexes et sont donc très résilients. Ils sont donc capables de vous aider pour notamment mettre en place des financements qui sont requis pour réaliser vos projets et pour vous permettre de réussir sur des marchés plus risqués, ce qui vous serait difficile de faire de manière directe. Comme Ia l'a mentionné, les représentations du Québec en Afrique sont à l'écoute et en observation des annonces gouvernementales, des politiques, des grandes stratégies. Nous vous mettons aussi en relation avec les grands donneurs d'ordre, publics et privés de nos territoires. Et quand vos projets rencontrent des écueils, on est là pour vous aider à trouver des solutions avec nos collègues d'Investissement Québec International et les ambassades canadiennes du territoire pour faire des représentations à votre nom et vous accompagner lors de rencontres qui sont importantes. En résumé, les représentations du Québec en Afrique sont des partenaires utiles pour vous, pour la réussite de vos projets, la construction de vos réseaux en Afrique. Nos services sont gratuits. N'hésitez pas à faire appel à nous pour vos besoins. Merci, Alain. Roger, ça fait pas longtemps que tu es en poste, puis déjà, tu es associé à des événements économiques d'envergure parce que c'est aussi ça, l'Afrique. Tout à fait. Écoutez, je vais rebondir aussi sur un point qu'il a soulevé par rapport à l'intérêt que portent d'autres États, d'autres nations par rapport au continent africain. Je le confirme, chaque jour où je retourne à la maison, il y a un grand chantier routier ici. C'est une firme chinoise qui est très présente, oui, continent qui est reluqué par beaucoup. Cette diplomatie-là économique, cette intelligence d'affaires-là, il faut la voir aussi comme étant un investissement, donc qui doit porter dans le temps et non pas comme une dépense. Et cette intelligence d'affaires-là, au-delà du développement des réseaux, aussi des relations interpersonnelles, qui ont déjà été mentionnées, qui est aspect extrêmement important dans la conduite des affaires ici sur le territoire. Il y a aussi cette intelligence d'affaires-là peut également être déployée
à l'organisation et la facilitation de la participation d'entreprises québécoises ou d'organisations québécoises à des grands événements économiques d'envergure qui se tiennent sur le continent. Et Dieu sait qu'il y en a lorsqu'on est présent ici, on les constate. Et parmi ces grands événements économiques-là, évidemment, il était mentionné également qu'on peut travailler des dossiers avec l'ambassade, les ambassades du Canada sur le terrain. C'est un aspect extrêmement important aussi du travail. On travaille aussi les grands dossiers avec Investissement Québec International notamment. Donc, par exemple, en Afrique, il y a ce que plusieurs appellent le Davos de l'Afrique, qui est le Africa CEO Forum, qui est prévu d'ailleurs se tenir à Abidjan, ici même à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la fin mars, et qui réunira des chefs d'État, des ministres de haut rang, ainsi que des grands décideurs économiques et financiers de la planète, bien sûr de l'Afrique, mais aussi de partout dans le monde. C'est vraiment un happening de haut niveau, d'où l'appellation Davos de l'Afrique que certains lui donnent. Et aussi, comme grand événement économique, je me dois de mentionner l'Africa Investment Forum, l'AIF, un dossier avec lequel on a travaillé étroitement avec l'ambassade du Canada ici à Abidjan. Cet événement-là devait se tenir au début décembre à Abidjan, mais qui a été reporté, évidemment, vous le savez, pour des raisons sanitaires. Mais il y a quand même eu des événements parallèles qui se sont tenus de manière virtuelle et qui ont donné l'occasion à des entreprises canadiennes, dont du Québec, également de présenter leurs projets d'investissement, de présenter leur savoir-faire, leur expertise. Donc oui, cette intelligence d'affaires-là peut également se déployer par le fait de participer à ces grands événements, à ces grandes conférences économiques-là, si je peux dire. Merci beaucoup. Écoutez, je veux vraiment qu'on ait le temps de parler des autres piliers. On fait un saut. Je vous amène les collègues sur le pilier éducation et enseignement supérieur. On le sait, le modèle québécois suscite énormément d'intérêt en Afrique. Qu'est-ce qui intéresse autant les Africains dans ce modèle-là? Il faut aller en Afrique. À chaque fois que je m'y rends, il y a toujours un neveu, une nièce, un enfant d'un diplomate, d'un haut dirigeant ou les hauts dirigeants eux-mêmes qui sont venus faire leurs universités, au Québec. Alain, j'aimerais ça savoir, parce que tu es notre doyen en Afrique comme chef de poste. Pourquoi, selon toi, les Africains s'intéressent à notre modèle? Hélène, les étudiants africains d'abord s'intéressent à l'offre québécoise parce que les programmes académiques qu'on offre sont excellents. Ils aiment beaucoup la pédagogie nord-américaine qui est pratique, qui est axée sur le marché du travail, notamment notre offre de formation professionnelle et technique, la possibilité de travailler après les études et aussi de manière plus large, ils apprécient beaucoup l'importance que la société québécoise accorde à l'équité de traitement, à l'égalité des genres, à la tolérance et à la diversité. Des programmes aussi comme les exemptions de traditionnalité additionnelle qui sont offerts par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec sont énormément populaires auprès des étudiants africains et sont un outil aussi essentiel de promotion de l'offre africaine. Je saluerais les ambassades des pays africains au Canada qui sont certainement nombreuses sur la visio d'aujourd'hui. Ils sont des alliés de tous les instants sur les dossiers d'éducation et de formation et des alliés également pour les établissements d'enseignement québécois. Les représentations du Québec en Afrique travaillent étroitement avec les universités, les cégeps, les centres de services scolaires, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur pour tous les projets de promotion de l'offre éducative québécoise sur le terrain. Et d'ailleurs, la majorité des établissements ont des partenariats de mobilité, offrent des programmes délocalisés. Je crois que c'est Roger qui en parlait tout à l'heure. On ne compte plus le nombre d'anciens d'universités québécoises en Afrique qui sont devenus chefs de gouvernement, comme c'est le cas au Maroc actuellement, ministres,
gens d'affaires, personnalités influentes. Ces anciens étudiants sont des ambassadeurs exceptionnels pour le Québec sur le continent. Ils contribuent vraiment au développement de notre image dans leur pays et au-delà. Et à mes yeux, l'offre québécoise en éducation, c'est un formidable levier de soft power pour le Québec en Afrique. Vous allez convenir cependant, je suis sûre que vous allez parler avec... Pardon? Hélène, oui. Si tu permets, Hélène, je pense que le point d'Alain est capital, mais je veux rajouter un élément distinctif. On n'en parle pas souvent, mais je pense qu'ici, c'est la plateforme pour en parler. Un des éléments qui explique aussi pourquoi l'Afrique s'intéresse au Québec en matière d'éducation, c'est qui on est comme Québécois. On a une approche très facile dans la vie. Les gens, on est plus accessible que la plupart des gens. Et ici, les gens apprécient ça énormément. On ne se prend pas, je vais utiliser l'expression québécoise, on ne se prend pas pour le nombril du monde. Donc ça, c'est important parce que ça donne, c'est l'humain. L'humain, je pense que tu le disais ou c'est quelqu'un qui le disait tantôt, l'humain doit être au centre de ce qu'on fait. Bien, ça, c'est important pour le jeune Africain ou la jeune Africaine qui veut venir ici, qui a vu ses parents étudier ici. Donc, il faut le dire, pas se péter les bretelles, mais on a cette authenticité qui est importante aux yeux des Africains et qui devient un facteur d'attraction pour eux. Tu as raison de le souligner, il y a cette belle authenticité-là. Écoutez, je vois le temps qui file. Je veux juste, Roger, que tu nous parles un petit peu de le recrutement des étudiants en temps de COVID. Puis moi, je veux saluer votre travail sur le terrain parce que, comme on le dit en bon québécois, on s'est viré de bord sur un dixaine pour justement continuer à recruter des étudiants et être à l'avant-scène sur la mobilité étudiante. Roger, un exemple ou deux, comment on s'est repositionné rapidement? Comme on dit en bon québécois, on s'est viré de bord assez vite, comme vous le disiez. Et derrière le défi, il y a des opportunités et on a fait en sorte qu'on a repensé notamment notre façon de faire et on a tenu plusieurs salons virtuels pour attirer des étudiants africains ici au Québec de concert. Et ça, c'était fait aussi de concert avec plusieurs ministères et partenaires québécois, faut-il le dire. Donc, notamment, parmi ces salons virtuels-là, il faut mentionner l'édition 2021 du Salon virtuel Étudier au Québec Afrique qui a eu lieu donc en octobre dernier et qui a permis de réunir près d'une vingtaine d'établissements d'enseignement du Québec et la Fédération des cégeps. Et lors de cette journée-là, je dois vous dire qu'un peu plus de 2300 étudiants y ont participé, ce qui nous fait dire que c'était un vif succès grâce au travail collectif d'ailleurs qui a été mené. Par ailleurs, j'aimerais apporter à votre attention que malgré ces efforts de recrutement-là, il existe quand même une problématique qui devra être, nous pensons, là, humblement résolue et qui a fait l'objet d'une couverture médiatique dans les dernières semaines. Il s'agit du haut taux de refus par le gouvernement fédéral des demandes de permis d'études provenant d'étudiants africains francophones. Je dois vous dire que plusieurs interventions ont déjà été faites auprès des instances fédérales. Et nous avons aussi pris bonne note, et je pense même que les plus hautes autorités fédérales sont intervenues dans ce sens-là, de l'intention fédérale de procéder rapidement à un examen détaillé de cette problématique-là. On suit ce dossier de près parce que ça a des impacts, évidemment, sur l'activité des établissements d'enseignement québécois, mais aussi sur la vie et sur la vie même de ces jeunes-là qui font des demandes. Et vous me permettrez, à la fin, d'ouvrir peut-être cette petite parenthèse-là. La crise sanitaire n'a pas non plus épargné, a eu également des impacts sur la mobilité jeunesse, notamment sur les activités des offices jeunesse internationaux du Québec, Logique, qui par ailleurs a informé dernièrement la reprise des activités de mobilité jeunesse à compter de la mi-décembre. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment une belle nouvelle. Alors, on travaille également dans ces dossiers-là de concertation avec nos amis, avec nos collègues de Logique. Merci, Roger. Autre pilier,
la ministre, Mme Barcelo, vous en avez parlé, la solidarité internationale. Un autre, je dirais, marque de commerce du Québec. Nous sommes en Afrique depuis plus de 50 ans. Qu'est-ce qui distingue notre approche, je dirais, québécoise par rapport à d'autres approches au niveau de la solidarité internationale, en quelques mots? Hélène, je pensais que tu allais adresser ça aux doyens des représentants sur le continent. Comme tu le sais, je ne viens pas du milieu de la coopération. Moi, c'est dans le cadre de mes nouvelles fonctions que j'ai découvert l'excellent travail effectué par nos organisations de coopération internationale, communément appelées les OCI, sur le continent. Je dirais même que ça fait partie maintenant des atouts du Québec, une sorte de trait distinctif du Québec à l'international. L'approche est très simple. On ne vient pas imposer, contrairement à d'autres pays, notre vision des choses aux acteurs locaux. C'est aussi simple que ça. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre les OCI du Québec et leurs partenaires locaux qui travaillent de proximité avec les acteurs locaux, les communautés locales. C'est vraiment ça, aussi simple que ça. Et je pense qu'une illustration parfaite de cette approche-là est le projet SAGA. C'est un projet dans le domaine agricole, l'agriculture et en sécurité alimentaire qui a été parti il y a 2 ans de cela. C'est un partenariat technique et financier de plus de 6 millions et que le Québec a financé avec la FAO, qui est une structure des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation et l'agriculture. Au Sénégal, ce projet a permis de faire travailler en partenariat 6 OCI, 2 universités québécoises, un centre de recherche québécois, les partenaires locaux ici, la FAO et les 2 gouvernements, le Québec et le Sénégal, ensemble pour trouver des solutions concrètes aux enjeux locaux de changement climatique pour la nutrition et la sécurité alimentaire. On peut donc être fier au Québec, honnêtement, de pouvoir soutenir des projets de solidarité internationale. Surtout, ça fait partie de notre ADN depuis quasiment les années 60, surtout en Afrique francophone, et qui vise l'atteinte des objectifs de développement durable. Merci, Ya. On termine avec le pilier, la culture. Et la culture, ce pilier-là, n'est pas en reste dans cette stratégie-là territoriale. Vous allez constater à la lecture du document qu'on parle des orientations de la stratégie, à la fois des actions culturelles en Afrique, aussi bien vers le continent africain que la culture des Africains vers le Québec. Il y a une passerelle. Alain, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Brièvement, ça veut dire de faire venir, d'avoir une optique d'industrie culturelle. Donc, de faire venir des programmeurs, des tourneurs du Québec en Afrique et l'inverse. Et aussi de beaucoup donner d'importance aux mises à l'honneur du Québec lors de manifestations culturelles importantes en Afrique. Ça donne une visibilité énorme à nos produits et services culturels et notamment, on a eu l'occasion de recevoir le Focus Québec, mise à l'honneur du Québec lors du Festival d'art vidéo de Casablanca et déjà on a des projets qui en découlent. Je voudrais juste compléter en disant que la diaspora africaine au Québec a une production culturelle et festivalière extrêmement importante. La stratégie Afrique va permettre de la soutenir. Et d'ailleurs, la diaspora africaine contribue en culture, en sciences, aux affaires, est un acteur de premier plan de notre diplomatie à l'égard de l'Afrique. Écoutez, malheureusement, c'est vraiment tout le temps qu'on a. Pour tous ceux qui nous écoutez, j'espère que vous sentez l'engagement, la passion, l'authenticité d'Iya, d'Alain, de Roger et de toute une équipe au Québec qui sommes là encore une fois pour vous appuyer. Avec cette stratégie-là, je pense que le gouvernement du Québec offre aux entreprises québécoises un appui financier, une intelligence d'affaires puis un accompagnement avec des gens que vous venez d'entendre. Ce sont vos alliés dans le développement de vos projets. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas.
la stratégie territoriale pour l'Afrique s'inscrit dans la durée et je pense qu'elle fait la démonstration que le Québec est un acteur crédible, c'est un acteur pleinement engagé dans sa relation avec l'Afrique. Et puis, sur ce, je passe maintenant la parole à Mme Barcelot pour le mot de la fin. Je pense que Mme Barcelot a un petit problème avec le son. Voilà. Pardon. C'est un classique. Oui, merci. Merci Hélène, merci à Iya, Alain, Roger, mais aussi aux équipes qui sont sur le terrain, des gens vraiment dévoués qui sont là au quotidien pour offrir tout ce qu'on fait déjà, mais aussi qui vont participer à ces projets ambitieux que l'on souhaite. On l'a dit, mais j'ose le répéter, le Québec n'est pas en Afrique, ça ne date pas d'hier. On a vraiment des secteurs d'activité très importants. On vous a parlé d'économie, bien sûr, de francophonie, d'éducation, d'études supérieures, culture, etc. Donc, c'est une belle relation qui est déterminante aussi pour l'avenir du Québec en innovation, recherche, développement, beaucoup de sources d'investissement, mais d'opportunités, de belles occasions pour nos entreprises dans quand même pas mal de secteurs d'activité où on a des atouts importants. Donc, ce qui est offert par nos 3 représentations en Afrique, les directions aussi du ministère, mais l'accompagnement qui se fait avec Investissement Québec International, le ministère Immigration, ministère Agriculture, bon, je n'oserais pas tous les nommer parce que c'est évident que je vais en oublier, mais vous savez qu'on est toujours de concert avec tous nos partenaires pour que l'on puisse vous offrir le meilleur accompagnement pour que ce soit un succès pour tout le monde. C'est vaste, le continent africain, je pense que vous le savez, mais on peut oser cette ambition. On peut, avec l'enthousiasme qui vous a été démontré par les collègues, cette stratégie donc dévoilée aujourd'hui, je vous invite à la consulter en détail, à la partager aussi, bien sûr. Puis, si vous avez des questions, soyez sûr que nous serons au rendez-vous pour pouvoir y répondre. Alors, encore une fois, merci Hélène. Merci Hubert. Hier, on parlait d'un cadeau de Noël. Bon, ben, alors, merci pour ce cadeau. Merci aussi à l'équipe de la direction Afrique-Moyen-Orient du ministère qui œuvre souvent dans l'ombre, mais avec beaucoup de talent. Toutes les personnes aussi qui ont participé aux consultations, je répète aussi mes remerciements à Michel Audet, Mme Lié, Clément Duhem, M. Coteau. Je profite aussi de l'occasion pour dire que Mme Giraud, quoi qu'elle ne soit pas présente, puis je pense que ça lui fait de la peine de ne pouvoir être présente, mais de son appui constant depuis le départ pour cette stratégie, l'appui aussi des membres de son cabinet. Puis je vous remercie, vous, près de 250 personnes qui ont été au rendez-vous aujourd'hui. J'ai regardé les noms, je reconnais beaucoup de nos amis, de nos partenaires, de plusieurs horizons. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Et puisqu'on a parlé de Noël, ben, peut-être que c'est aussi l'occasion de vous souhaiter un bon temps des fêtes, que je vous souhaite serein, en sécurité et soyez prudents. Merci beaucoup à tout le monde. Puis, grande ambition pour ce continent merveilleux et fascinant. Au revoir, merci. Tout le monde. Alors, je vous remercie, Mme Barcelot, Mme Drainville, M. Bolduc.
Messieurs les chefs de poste, merci aux participants, aux dignitaires, aux ambassadeurs qui étaient présents. Vous avez vu dans le fil de discussion un lien vers un court sondage que je vous invite, s'il vous plaît, à compléter, ainsi que le lien vers la stratégie territoriale de l'Afrique. Alors, merci encore une fois. Je réitère les remerciements de tous et chacun et on vous dit à la prochaine.